premier novembre numérique cette année en Indonésie, où le réseau des instituts français d'Indonésie et des alliances françaises en Indonésie montre une exposition virtuelle, Flux de mémoire, sur le site novembrenumérique.id. Novembre numérique est un festival de culture numérique initié par l'Institut français et organisé dans plusieurs pays dans le monde. Cette année est sa 4e édition et la première édition en Indonésie. Les réseaux de l'IFI et de SAF en Indonésie présentent exposition avec la thématique sur le patrimoine. L'événement, organisé aussi dans le cadre de 70 ans, relations diplomatiques entre la France et l'Indonésie. Cette expo invite 6 jeunes femmes artistes indonésiennes de 6 villes, Bandung, Denpasar, Medan, Jakarta, Yogyakarta et Surabaya, et un artiste français. Pour cette première édition, on invite un jeune commissaire indonésien. La discussion aujourd'hui sera très intéressante. L'Institut français d'Indonésie vous invite à réfléchir et à débattre autour de la dialectique entre les propositions de vidéos artistiques et les lieux de leur création et de leur monstration, notamment les musées et les bâtiments patrimoniaux. Je vous remercie, nos publics virtuels, pour assister à cette table ronde. Je tiens à remercier nos intervenants d'accepter notre invitation. Ils sont déjà parmi nous. Madame Odile Redolfi, la directrice du festival OVNI, Objectif Vidéoniste. Le festival a été créé en 2015 à la rencontre des mondes artistiques et hôteliers. Bonjour, Madame Odile Redolfi. Bonjour à tous. Bonjour. Et la suite, c'est Monsieur Stéphane Dauvert, le conseiller de coopération et d'action culturelle et le directeur de l'Institut français d'Indonésie. Bonsoir, Monsieur Dauvert. Bonsoir Christa, bonsoir à tous. L'idée magnifique de cette table ronde vient de vous, c'est bien ça? Alors on va voir si la table ronde est magnifique, mais c'est vrai que l'idée de ce rapport entre contexte et art vidéo, effectivement, vient de moi. Ok. Ensuite, Monsieur Gabriel Soucher, le directeur du festival Videoform, un festival international d'art numérique depuis 1984 à Clermont-Ferrand. Bonjour, Monsieur Soucher. Bonjour. Et N. Ayos Purwaji, le commissaire de l'exposition Flux de mémoire Novembre numérique. Hello, Ayos. Ayos, yeah, Ayos doesn't speak French yet. I hope very soon. He will speak in English today. Okay. Aujourd'hui, nous aurons un grand témoignage de notre artiste invité pour l'exposition Novembre numérique 2020, Gaëtan Trovato. Bonjour Gaëtan. Bonjour Krishna. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et pour cette téléconférence, on va offrir la séance d'abord par M. Dauvert pour 10 minutes, and then Ayos Purwaji will speak for 5 minutes. La suite, M. Gabriel Soucher et Mme Odile Redolfi, chacun pour 5 minutes. Et après, Gaëtan va donner ses témoignages pour 5 minutes. Pour les participants, vous pouvez poser des questions ou donner des commentaires sur notre chat box en bas de l'écran. Et vous pouvez poser des questions en indonésien, en anglais, en français. On va le traduire pour les intervenants. Et vous pouvez signaler dans le chat si vous souhaitez de poser des questions aux intervenants directement en vive voix à la fin de cette session d'intervention. Cette session questions-réponses est 15 minutes. Et maintenant, je laisse la parole au modérateur du débat, Monsieur Bernard Bavouzé, le directeur délégué de l'Institut français d'Indonésie à Surabaya. Monsieur Bavouzé, à vous la parole. Merci Krishna. Alors Krishna, elle a vécu véritablement cette question de l'image animée dans son contexte, puisque c'est elle qui a participé au montage, organisé le montage de cette exposition qui se tient dans le patrimoine, mais également en ligne, à Surabaya, au sein de la fondation House of Sampurna. Mais plus globalement, on a voulu, à la demande de Stéphane Dauvert, élargir le débat et se questionner la question de l'image animée au sein de son espace de production et son espace de monstration.
Alors, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire aujourd'hui que l'image, elle fait pleinement partie de notre vie. Et je me souviens, il y a quelques années, d'avoir participé à une conférence sur Hervé Di Rosa. Et à l'époque, un historien de l'art avait expliqué qu'un homme d'aujourd'hui voit autant d'images dans une journée qu'un homme du Moyen Âge dans sa vie. Et cette réflexion m'avait totalement stupéfaite. Et j'ai toujours pensé effectivement que tout ça était très naturel en fait pour tout le monde, mais c'est pas si naturel que ça, bien sûr. Tout ça a beaucoup bougé au travers du temps. Et quand on habite en Asie du Sud-Est, on s'aperçoit que cette question de l'image, elle est encore beaucoup plus forte. Alors, aujourd'hui, je vous propose de partager un moment ensemble pour échanger autour de la question de l'art vidéo et de l'image animée dans ces contextes possibles de présentation. Quelles sont les interactions possibles entre un lieu qui, par définition, est plutôt statique, une image qui, elle, est mouvante? Quelles sont les ambitions que l'on peut porter lorsqu'on propose ce genre de rencontre? Quelles sont les limites, les espoirs qu'on peut placer dans ce type de confrontation? Et pour ça, comme l'a précisé Krishna, nous avons 4 intervenants. Stéphane Dover, donc, qui est le conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France à Jakarta, qui est le directeur de l'Institut français d'Indonésie, qui est historien de formation. Ayos Purwohaji, qui est le commissaire de l'exposition que nous proposons en ce moment, l'exposition Flux de mémoire. Alors, Ayos, il parlera, comme l'a dit Krishna, en anglais. Il a notamment été fondateur d'un groupe des curateurs, de ce qu'il appelle des curateurs des villages, Kolompo Curator Kampung. Donc, il travaille à la fois sur la question de l'art contemporain et du patrimoine. Nous aurons parmi nous Gabriel Soucher, qui est le directeur du festival Vidéoforme à Clermont-Ferrand, qui longtemps a enseigné l'art vidéo et la culture digitale à l'université Blaise Pascal. Et nous aurons Odile Rodolphi, qui est la directrice du festival OVNI à Nice et qui est le propriétaire d'un hôtel dans cette ville, de l'hôtel Windsor, qui est un hôtel consacré ou qui promeut l'art contemporain et notamment l'art vidéo. Et à la suite des interventions qui vont durer une demi-heure, Gaëtan Trovato, qui a participé au festival OVNI, qui a participé au festival Vidéoforme, qui participe en ce moment à l'exposition Flux de mémoire, va intervenir pour surfer sur ces interventions, nous donner son point de vue d'artiste, à la fois sur le fond et la forme, parce que tout ça pose des questions à la fois de positionnement artistique, mais également des vraies questions techniques. Nous allons donc explorer cette relation d'image à des lieux intimes, comme des chambres d'hôtel, de patrimoine, des lieux sacrés, parfois des chapelles, des lieux qui ont été déconsacrés, mais qui restent quand même des lieux sacrés dans l'imaginaire populaire, des présentations hors les murs, pour vous montrer combien cette question de l'art est importante dans notre vie et cette question d'image artistique et de la vidéo nous envahit chaque jour plus encore. Alors, on va passer la parole à Stéphane Dover, qui va nous parler de ça, qui va nous exposer son point de vue par rapport à ces questions de l'image et de leur contextualisation. Merci Benoît. Alors, je vais commencer peut-être par Novembre numérique. Alors, Novembre numérique, ce n'est pas familier à tous en France. Ça l'est de plus en plus dans le réseau français à l'étranger. Novembre numérique, ça fait partie de ces événements qui rythment la vie culturelle proposée par la France, en fait, à ses partenaires dans le monde entier. Alors, il y a Novembre numérique, qui est un des petits derniers en raison de la nouveauté relative de ce que la proposition contient, mais il y a le printemps des poètes, la nuit des idées, la fête de la science, et comme ça on se retrouve avec un certain nombre d'événements. Et puis ces événements sont en routine, inscrits sur une date particulière, novembre numérique, inutile de vous dire que c'est en novembre, mais cette année, ça paraissait mais vraiment prodigieusement opportun. J'ai vu circuler beaucoup de commentaires des uns et des autres en disant « mais oui, le numérique, face à la crise sanitaire que nous vivons, c'est une véritable solution artistique, c'est une véritable solution culturelle, c'est une forme, si ce n'est d'avenir, en tout cas de présent, que nous devons vivre ensemble, parce que ça, c'est possible. »
Et ça ce confort-là m'a paru, en fait, pour ne rien vous cacher, terriblement inconfortable. C'était trop opportun, en quelque sorte. Alors, je vous livre d'abord une réflexion un petit peu provocatrice, mais c'est la réflexion d'un historien, donc une volonté souvent de travailler sur le temps long. Et je pense que la position des nantis face à la morbidité de leur population âgée au tournant de la troisième décennie du XXIe siècle sera évaluée assez sévèrement, je ne sais pas, mais sans doute sévèrement par l'histoire. Soit que d'autres événements d'une portée beaucoup plus importante pour l'humanité et la planète se soient produits et relèguent celui-ci à l'hyperconscience que l'on a eue de celui-là, la relativise énormément, soit que d'autres crises sanitaires succèdent à celle-là et d'une autre portée, soit tout simplement que l'on prenne la mesure des dommages collatéraux causés par notre surréaction. Vous entendez peut-être la mosquée derrière moi, causée par la surréaction provoquée par cette crise sanitaire. En Indonésie, pour ne vous citer que cela, on a une recrudescence de la rougeole, de la poliomyélite, les enfants ne sont plus vaccinés, les traitements du VIH sont interrompus, HIV-Sida, la lutte contre la tuberculose s'est interrompue, des souches résistantes sont en train de réémerger. La population au-dessous du seuil de pauvreté est repassée au-dessus de la barre des 10% et environ 50% des enfants n'ont pas le poids normal de leur âge à 3 ans. Et tout ça, alors bien sûr, ce dernier élément n'est pas lié entièrement à la redirection de tous les moyens sur le Covid, mais tout de même, on assiste vraiment à un phénomène de transfert et entrer l'art numérique, je dirais, dans cette crise, dans cette espèce de pathologie collective, me semblait très réducteur, étant donné toute l'ambition et toute la volonté que moi, ou toute la vision que je peux avoir au titre d'utilisateur, au titre parfois de producteur, au titre de diffuseur, très certainement, de la proposition numérique. Alors, heureusement, cette proposition numérique vaut mieux que ce statut de pis-aller qu'on lui a donné, de pis-aller des arts dans un contexte, comme je le disais, pathologique à double titre, pathologique par la maladie dont on parle et pathologique par les réactions qu'elle provoque. Alors, le numérique, pour moi, ce n'est pas une manière de réduire le champ artistique, mais plutôt une façon de l'étendre. Alors, je ne suis pas, pour ma part, du tout un geek, pas du tout un digital natif, mes cheveux gris en témoignent. Je suis même plutôt, pour ne rien vous cacher, technophobe. Je suis aussi un peu claustrophobe. Et je prends ma relation de claustration quotidienne avec mon ordinateur comme une contrainte et un fardeau. Alors, ceci posé, il y a pire chez moi encore, c'est le rejet de ces outils de la modernité, c'est le fait que j'en suis d'une certaine façon relativement fier, ce qui est une forme de pathos générationnel peut-être, mais qui s'explique par plusieurs facteurs. J'aime l'humain, j'aime les lieux, j'aime les espaces, j'aime les ciels ouverts, j'aime le rapport au temps, j'aime les imaginaires et j'aime le rêve. Et tout ça ne semble pas contenu dans ma relation quotidienne telle que je l'exprimais avec ma machine. Mais c'est pour ça que j'aime l'art numérique. Alors, j'aime l'art numérique à cause de tout ça. Alors, ça peut paraître être un paradoxe en première analyse, mais ça ne l'est pas vraiment si on oublie, si on rentre cet art numérique justement dans une forme de contextualisation. Et c'est ça que je voudrais explorer très brièvement avec vous maintenant. D'abord, le rapport à l'espace. Le numérique contextualisé à un espace, je dirais que c'est un peu l'invention de la 5D ou de la 6D. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un produit numérique qui est donc à sa profondeur, qui a son champ, qui a son espace, et on est soi-même dans un espace en train d'apprécier cet espace. Donc en fait, on est projeté dans une multiplicité d'espaces qui se superposent et qui sont assez interpellants pour l'homme du XXIe siècle, qui n'est plus celui du Moyen-Âge, mais qui se trouve confronté à cette espèce de nouveauté des perceptions. Alors, donc, on invente davantage de dimensions, et en plus, dans une proposition numérique projetée dans un lieu, il y a aussi cette dimension du déplacement, du mouvement de celui qui regarde, surtout quand le lieu est relativement vaste,
quand le lieu est assez en soi, est un en soi avec sa valeur intrinsèque, on bouge dans ce lieu et la proposition numérique prend d'autres dimensions. C'est aussi un rapport au temps. La modernité numérique, puisqu'on dit que c'est moderne, hein, d'ailleurs Novembre numérique, ça a été une des dernières propositions, la modernité du numérique, ça n'est que son écume. On ne qualifie pas un art par son outil, donc le fait que l'outil numérique soit un outil relativement récent ne lui confère pas, à mon sens, de valeur en soi. L'art numérique, aujourd'hui, c'est le présent. Comme la peinture est le présent, comme la sculpture est le présent, on parlait, comme le cinéma est le présent. C'est ni moins ni plus le présent, c'est ni moins ni plus la modernité, c'est un fait, c'est un art aujourd'hui qui est établi. Mais cet ancrage dans le présent, à mon sens, n'empêche ni un dialogue avec l'avenir, que je considère, moi, dans la diversité de ses virtualités, puisque l'avenir, bien sûr, on ne perçoit pas, on ne peut pas l'enfermer dans un cadre, mais on peut l'imaginer, on peut le rêver, on peut se l'approprier, ce que font souvent les artistes. Donc, c'est un rapport à l'avenir, et puis c'est aussi un dialogue avec le passé, dans des dimensions de profondeur qui sont, là encore, abyssales parce que multiples. Alors, le passé comme profondeur. Le passé comme profondeur, c'est un rapport à l'histoire. Le numérique projeté dans des lieux patrimoniaux, dans des lieux historiques, c'est l'établissement d'un rapport à l'histoire. Alors, je vais vous donner, pour finir, parce qu'on est quand même déjà sur des formats d'intervention assez courts, je vais vous donner, pour finir en quelques minutes, un exemple. Je vais te demander, Bimo, toi qui es derrière, voilà, de partager l'écran sur mon illustration unique. Alors ça, c'est un lieu mémoriel. Cette photo a fait le tour du monde. Cette photo a fait le tour du monde en 1955 en raison de l'importance de l'événement qui a eu lieu. On l'a tous appris à l'école, je crois. C'est sans doute le lieu le plus connu d'Indonésie, même si, encore une fois, visuellement, il n'évoque pas grand-chose, puisque c'est le lieu de la conférence Asia-Africa, de la conférence des non-alignés avant la lettre, qui avait réuni Chou En-lai, Nehru et Sukarno dans une affirmation du fait qu'il n'y avait pas seulement deux blocs, mais qu'il pouvait y avoir l'idée que le Sud en constituait un troisième dans une forme de diversité. C'était d'une modernité inouïe à l'époque. Et donc, on rattache ce lieu particulier, ce muséum Asia-Africa que vous voyez derrière avec tous les drapeaux des participants à cet événement majeur du milieu du XXe siècle. On rattache bien sûr ce lieu à cet événement. Alors, j'imagine que quand on voit les gens, c'est un peu ce qu'on imagine, on se projette dans ce symbole de l'émancipation des peuples du Sud. Alors que si on se replonge dans le contexte de la construction de ce bâtiment, ce bâtiment patrimonial, en fait, il faut remonter 20 ans plus tôt et on se retrouve en plein contexte colonial. Et ce bâtiment, que vous voyez là, a été construit pour servir d'accueil à un cercle hollandais dont étaient naturellement exclus tous les indigènes. Il était hors de question pour un Indonésien de rentrer dedans. Et bien sûr, ces architectes étaient des architectes coloniaux néerlandais. Donc, ça, c'est la vocation de ce bâtiment, si on se replonge dans ce qu'il est historiquement au moment de sa création. Et 20 ans plus tard, il est en quelque sorte à l'opposé. Si ces concepteurs avaient su ce qu'il allait devenir, je pense qu'ils ne l'auraient jamais construit, ce bâtiment. Le premier regard que l'on jette donc rétrospectivement sur ce bâtiment repose donc sur un malentendu, fondamentalement. Alors, que devient ce bâtiment après? Et c'est là qu'on rentre dans de nouvelles phases. C'est-à-dire que ce patrimoine n'existe pas comme un en soi, mais il existe dans des propositions successives. Qu'est-ce qu'un jeune Indonésien qui va rentrer dans ce qui est devenu un musée, donc, qui n'est plus un lieu de conférence, qui n'est plus un cercle néerlandais, mais qui est un musée, qu'est-ce qui va projeter ce jeune élève, par exemple, prenons un élève de la fin du secondaire indonésien qui va rentrer dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'il va y voir? Qu'est-ce qu'il connaît de son histoire? Comment se représente-t-il ce qui a pu se passer? Je vous dirais, j'ai vécu en Indonésie il y a 25 ans, eh bien, on ne pouvait pas parler de Sukarno, c'était totalement banni, c'était un communiste. En tout cas, il était perçu comme ça. Le nom était banni, ce musée n'existait pas. Et puis, on se retrouve aujourd'hui, 25 ans plus tard, où Sukarno est un héros national. On le retrouve, mais sait-on vraiment ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'un jeune peut comprendre de ce musée? Et puis, tout d'un coup,
paf, une proposition artistique. Ayo va nous en parler. On rentre dans le numérique et on utilise ce musée, non plus seulement comme un lieu figé, mémoriel, supposé incarner ce qui a été, mais qui n'est finalement qu'une réinterprétation, mais dans une utilisation encore différente, tierce, de ce bâtiment. Donc là, je me mets vous le voyez, je me descends, je me mets du point de vue du bâtiment, je me place du point de vue du bâtiment et non pas du point de vue de l'artiste ou du point de vue de la proposition. Mais la proposition, elle, va donner au bâtiment, va ouvrir le bâtiment sur une toute autre réalité pour ceux qui vont y être, qui vont s'y trouver au moment où la proposition artistique est présentée. Voilà, alors c'est assez, c'est globalement, je trouve, assez jubilatoire. C'est aussi assez abyssal, tout cela, parce que ça nous ouvre des perspectives croisées absolument colossales qu'on ne fait aujourd'hui qu'effleurer. Donc oublions le contexte très particulier qui pourtant tous nous affecte et intéressons-nous à ce potentiel que je trouve considérable et que moi j'ai retenu du formidable travail, je peux le dire, puisque je n'y étais pas pour grand-chose in fine, que Benoît, Krishna, Ayos bien sûr, qui était au centre de toute la proposition, Gaëtan avec les artistes indonésiens, ont pu produire et qui donne lieu à un en soi, un autre en soi qui implique tous ces bâtiments et qui nous ouvre des univers de pensée. Je vous remercie. Merci Benoît. Merci Stéphane. J'aurais une question, je vais la garder pour le débat, pour l'introduction du débat. Mais alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, et je me rends compte combien toute l'équipe de l'Institut en fait a été troublée au moment de monter cette expo. On est dans un trouble depuis qu'on a organisé cette exposition Flux de mémoire, un trouble à la fois historique, technique, de perception lié au contexte de la pandémie, à une certaine normalité, à la vidéo qui perturbe, qui s'interconnecte dans ce patrimoine. Et de ce trouble, on espère que notre esprit avance, qu'on découvre quelque chose. Et on va passer la parole à Ayos qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans le musée Afrique-Asie en termes de propositions. Juste une petite chose, ce qu'on avait voulu faire, pourquoi on a sélectionné en fait Gaëtan Trovato comme artiste, c'est parce que justement il interroge cette question de la mémoire. Et donc, il a présenté au sein du musée Asie-Afrique, une proposition très personnelle qui interroge la question du patrimoine, une proposition qui interroge sa propre perception familiale. Et l'artiste indonésienne a présenté un travail contemporain basé sur les archives du musée Asie-Afrique. Et donc, en fait, c'est un peu un questionnement à la britannique, je dirais, en matière de propositions historiques, c'est-à-dire c'est la petite histoire qui forme la grande histoire et tout s'entremêle. Et donc tout ça est un trouble. Moi, je suis depuis le début très troublé par ce qu'on a monté. On n'a pas d'assurance. On n'est pas. Il y a plein de choses qu'on devrait améliorer dans ce qu'on a produit et ça crée un véritable questionnement. Now Ayos will speak in English about his work on this exhibition. Could you please, Ayos, explain us how you drive this exhibition in 6 different locations in Indonesia, and especially in Bandung and in Bali? Yeah, thank you, Pak Benoit. Also, thank you, Pak Dover. Hello, Gaetong. And also welcome to Mrs. Redolfi and also Mr. Socia. As stated by Pak Benoit, this year exhibition of November Numeric is very, very interesting because it has a very complex layer of ideas. We are bringing together French and Indonesian artists that never met before to collaborate between countries, between their works, and also we are trying to connecting the contemporary video art with the old buildings, with the heritage buildings in the 6 cities, which the building
has a very, very different context, different narrative, and different specific history. We also have a challenge to presenting a physical exhibition into a virtual realm as an artistic experimentation during this pandemic, and so forth. So I think this year November Numeric exhibition has a real deal of complex layer. And this evening in Indonesian time, I will show you all with works of Adhika Anissa or Ninus in Bali. And thank you for Pak Dovert that explaining a very interesting and comprehensive historical fact of Museum Konferensi Asia Afrika in Bandung. So this is the works and the setting of Ninus in Balinese in Bali Museum. Adhika Anissa or Ninus trying to responding the collection of ethnographic objects in the Bali Museum. Ninus itself is a young artist with a background in architectural education, so she is a very understand about the context of the space and the politic of the space itself. And the Bali Museum itself was built by the Dutch archaeologist in 1913, who used to collect various cultural artifacts that scattered around the island of Bali. So it can be assumed that this museum collection was originally collected from the perspective of the Dutch scholars. And it's a very little or did not involve much of the Balinese people in the term of collecting the artifacts. The collection itself in this room is about the fertility myth, masculine and feminine dualism, life cycle or rite de passage in Balinese cosmology. And it makes the tension between the past and the present that later will responded by Ninus by putting her contemporary works into the vitrine of the museum. So we can see here in the image that the video of Ninus and Gaetong in the latter in the different place have responded the collection of the Bali Museum, which placed into the vitrine of the museum like another collection of the museum. Making her works and Gaetong's works as if they are a permanent collection of the Bali Museum. In short, the work of Ninus and Gaetong has hacked, quote unquote, a collection of 100 years old ethnographic objects which shown in the room. Through this method, we can imagine the speculative patrimonialization and what about the collection of Bali Museum 100 years from now. Aside from that, I think this exhibition, the process, the result of this exhibition makes me think more about the Javanese culture in Indonesia, because we are in Java familiar with another form of moving image, which called wayang or a shadow puppet, with played through the projection of a lamp, and the audience sees the moving shadows of the puppet from the behind the screen. So I think wayang is a kind of moving image art that was like projected from kampung to kampung, from village to village in the Javanese in Java. And also, furthermore, we can think that the ancient painting of the Lascaux caves in France or Maros caves in Indonesia, I think that's kind of a form of moving pictures too, because we can imagine that our ancestors drew the painting using the help of the fire as a light source.
And you know, the fire itself will be constantly moved and bounce into the cave walls, which had rough textures. And it makes the painting somehow, it's looks like a dancing and moving over the time. So I imagine that perhaps the cave drawings that made by our ancestors is kind of a first evolution of a moving image that's presented in a specific context and audience. I think that's all, and I would like to hear about your opinion, Mrs. Redolfi and Mr. Chauchier, about what kind of the future development of moving image exhibitions and the possibilities that could be explored. And how do we look on cyberspace as our new exhibition space? Do we really have to jump into the cyberspace? And what will the future exhibition and art festival will take shape responding this digital shifting? And the last, I hope this exhibition remarking a more intensive collaboration and cooperation on the development of visual arts between French and Indonesian artists in the future. Thank you very much. Merci. Merci, Ayos. Thank you. And it's very interesting, the bridge that you made between the puppet theater from Indonesia and moving images. And maybe we can discuss about that during the discussion with our public. Merci. Nous allons maintenant passer à Gabriel Soucher, donc, qui est, comme je vous le disais, le directeur du festival Vidéoforme à Clermont-Ferrand. C'est un festival particulièrement important pour les artistes. Gaëtan Trovato me disait, il n'y a pas tant de festivals de vidéo que ça au monde, en Europe, et pour les artistes qui travaillent dans ce secteur, c'est vraiment très important de pouvoir montrer leur travail dans des festivals de ce type. Alors Gabriel, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de votre festival, quels sont les développements et quels ont été les derniers développements dans la période que nous connaissons actuellement, tel que l'a évoqué Stéphane Dover? Bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. J'ai été très impressionné par les questionnements, et j'y souscris beaucoup, qu'a posé Stéphane. Mais je vais être peut-être beaucoup plus factuel. Nous sommes nés il y a longtemps, en 84, je le disais Krishna, et notre objectif principal, c'est d'observer et de rendre compte de la création de l'art vidéo, puisque c'était une technologie nouvelle qui a apporté une autre dimension, qui allait plus loin que le cinéma, qui pour nous était une forme déjà établie et sclérosée, un peu. Et donc, voilà, il y avait plein de possibilités qui s'ouvraient tout d'un coup grâce à cet outil nouveau. Et nous avons beaucoup travaillé sur les formes, d'où le nom, que ce soit le film, comme au cinéma, mais aussi les installations qui se sont développées, donc le développement de l'image en mouvement dans l'espace, plus tard les performances, donc qui se rapprochent du spectacle vivant. En fait, on est au carrefour de presque toutes les productions artistiques du champ culturel. En autant de temps, nous avons vu évoluer les choses, le numérique est arrivé, Internet, et nous avons développé aussi d'autres activités. Notamment, il nous semblait primordial d'abord de nous adresser à un public jeune. Donc, nous avons développé de nombreuses activités vers les jeunes publics, sans, comment dirais-je, sans frayeur, en se disant soyons ambitieux, et nous faisons depuis maintenant plus de 25 ans parallèlement au festival, un festival avec les jeunes publics où on trouve des installations, des performances, des vidéos. Puis, il nous a semblé
aussi intéressant de travailler sur la mémoire, puisque le mot a été prononcé. Et nous avons créé des archives et nous avons accueilli sur nos serveurs des vidéos d'artistes. Et nous essayons chaque année, en sélectionnant ou en accueillant des artistes qui nous apportent spontanément l'ensemble de leur production, parmi les gens qui ont laissé un nom dans l'anthologie de l'art vidéo. Nous essayons de partager ces archives le plus largement possible avec des chercheurs, des étudiants ou toute personne curieuse qui peut venir les voir soit chez nous, soit en partie en ligne sur notre site. Nous avons pensé aussi qu'il fallait accompagner le public dans cette découverte et nous avons créé dans les années 90 une revue qui s'appelle Turbulence Vidéo qui tous les trimestres rencontre, analyse, présente un artiste. Alors bien sûr maintenant ce magazine est entièrement numérique, il est accessible gratuitement sur internet, il est étendu ou augmenté de nombreux liens vidéo. Et dans les années 2000, nous avons voulu nous rapprocher encore plus des artistes et vivre avec eux plus longuement. D'où l'idée de lancer un programme de résidence et de ne pas nous limiter à des résidences de production, c'est-à-dire exiger des artistes qu'ils viennent chez nous, qu'ils produisent, mais surtout insister sur la recherche, les accompagner dans leur recherche, c'est-à-dire leur donner un temps et un espace pour réfléchir, éventuellement produire, bien sûr, ça n'était pas interdit. Et nous sommes assez fiers du nombre de résidences que nous menons chaque année. Gaëtan, qui est un peu le fil rouge de notre soirée, peut en témoigner, puisqu'on l'a rencontré d'abord dans la compétition où il s'est révélé, et puis plus tard dans une résidence dont je reparlerai tout à l'heure, qui, je crois, est passé aussi par OVNI, si je ne m'abuse, et puis l'a emmené peut-être, sans doute, jusqu'en Indonésie. Alors, je ne sais pas si les vidéos que j'avais données sont en train de passer derrière moi. Voilà, les premières, c'était juste une identification. Et après, j'aimerais justement parler du développement d'une forme qui nous intéresse particulièrement depuis le début. Donc là, vous allez voir l'identité, en quelque sorte la carte d'identité de Vidéoform, mais juste après, dans une minute ou deux, ou trois, je ne sais plus, vous allez voir une installation qui nous intéresse beaucoup, qui rejoint un petit peu les questions que posait Étienne tout à l'heure, ou que posait aussi également Ayos. Nous intervenons de plus en plus dans la production des vidéos pour le festival. Et nous avions produit il y a quelques années, en 2017, une installation d'un artiste américain, John Sanborn, qui fait partie des gens que l'on qualifie de la deuxième génération après les initiateurs comme Nam June Paik, les Bazookas, etc. Et donc, nous avions un lieu à disposition qui était une sorte de petite échoppe dans la ville. Et John Sanborn est quelqu'un qui aime travailler sur des choses assez gigantesques. Et là, je lui ai imposé un lieu. Et donc, il a dû s'adapter. Et il a posé une condition, c'est que le lieu soit accessible 24 heures sur 24. Et donc, c'était une boutique qu'il a investie et qu'il a habité d'une sorte de manifeste sur ce qu'il voyait dans son pays, notamment Trump, la politique, etc. Et voilà, la pièce a été montrée, elle a eu son succès, son public, etc. Et puis, depuis 3 ans, nous avons décidé d'inscrire nos activités dans ce que l'on appelle, que vous connaissez peut-être, qui sont les Journées européennes du patrimoine. Et nous avons la chance d'avoir un lieu où nous expérimentons beaucoup, qui est une chapelle, une ancienne chapelle désacralisée, et une chapelle qui est vide, mais dont les murs portent la mémoire du passé. Cette chapelle a servi de lieu de stockage, elle a servi aussi de salle de gymnastique, et on voit parfois sur les murs des signes qui montrent cet usage passé. Ça me rappelle, toute proportion gardée, bien sûr, l'immeuble dont parlait Stéphane au départ. Et lorsque les artistes arrivent dans ce lieu, ils sont confrontés à un lieu qui est très chargé. Et c'est vraiment une discussion qui se fait, un dialogue entre ce lieu et l'artiste et l'œuvre. Et là, vous voyez la pièce
Malheureusement, je n'ai pas d'image de la pièce de John dont je parlais tout à l'heure, qui a été présentée dans une petite boutique. Et là, on la retrouve dans cette chapelle qui fait 200 mètres carrés et qu'elle a habitée d'une manière extraordinaire. En fait, ça en faisait une nouvelle pièce. Et ça rejoint ce que les gens ont dit avant moi, c'est que ce dialogue, le spectateur en est témoin. Il en est témoin. Et surtout, ce qui est important aussi, qui a été dit peut-être en filigrane, c'est que le spectateur, le visiteur, se déplace. Il y a un rapport physique avec l'œuvre et avec l'espace qui me semble extrêmement intéressant. Ce lieu nous sert d'expérimentation, comme je le disais, et dans la vidéo qui va arriver prochainement, on voit comment dirais-je, une sorte de manifeste d'un jeune artiste qui est niçois. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que OVNI, qui va intervenir après, c'est Nice. Ce jeune artiste est venu une semaine par mois dans notre région, dans un établissement scolaire, à la manière de ce qu'avait fait Gaëtan dans son collège. Et il a fait un travail assez remarquable. Et comme je disais, c'était une résidence de recherche, mais rien n'interdisait bien sûr qu'il y ait une production. Et donc, Florian Schoenstedt, cet artiste niçois, a souhaité, à un moment donné, faire un état de ses recherches et aussi du travail qu'il a développé avec les élèves du collège. Et donc, on voit ici, sur ce lieu, comme vous voyez, les murs sont très marqués. C'est projeté directement sur le mur. Un travail conceptuel à la base, mais qui était extrêmement parlant. Alors, l'avenir pour répondre à IOS, pour l'instant, c'est un avenir à court terme, c'est-à-dire la réflexion, mais on la développera, j'imagine, dans les questions tout à l'heure. C'est, par exemple, le festival 2020 qui avait lieu en mars, a eu lieu en plein début de pandémie chez nous et nous avons été obligés d'arrêter au bout de 2 jours. Donc, nous avons pu organiser nos rencontres professionnelles, ouvrir les expositions, mais nous avons dû les fermer tout de suite et nous, c'est un peu l'effet d'une bombe, il a fallu vraiment rentrer chez nous. Et chacun de nous, de notre équipe, nous avons pensé à faire quelque chose et nous avons digitalisé le festival. C'est-à-dire que nous avons demandé l'accord des artistes qui étaient en compétition de faire des programmations sur Internet. Nous avions eu la chance de faire des captations des performances que nous avons diffusées également sur Internet. Nous n'avons pas pu montrer le travail fait avec les enfants d'âge scolaire. Nous n'avons pas pu montrer non plus les installations. Et la question qu'on se pose aujourd'hui pour le festival que nous préparons en ce moment en 2021, c'est qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve dans la même situation? Et donc, on prépare un festival, je dirais, à l'ordinaire, même s'il n'est jamais ordinaire chez nous, en tout cas. Mais nous avons aussi, bien sûr, une technologie que nous allons mettre en place pour numériser l'ensemble du festival, et cette fois-ci, y compris les installations. Et c'est ce que vous avez essayé de faire, je crois, en Indonésie. C'est ce que d'autres aussi ont essayé de faire. Et j'ai l'honneur d'être le membre d'une structure qui s'est créée il y a 1 an, même pas 1 an, en mars dernier, qui regroupe tous les acteurs du numérique en France, enfin tous, pas tous, mais la plupart, qui veulent bien nous rejoindre, soit les acteurs, les producteurs, les responsables d'événements, les commissaires. Et nous allons faire la semaine prochaine justement un webinaire sur la question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer? Alors, il est clair que nous ne souhaitons pas qu'il y ait ce soit la fin des festivals. Je pense que tout le monde est bien d'accord là-dessus. Les rencontres humaines, l'humain, le spectateur, le visiteur, les professionnels, tout le monde doit se rencontrer, se frotter les uns aux autres pour qu'il naisse des désirs d'aller plus loin, d'imaginer. Eh bien, je crois qu'on va en parler. Je vais laisser peut-être la parole à la personne. Je crois que je suis allé au bout de mon temps. Mais merci. Attendez, est-ce qu'on m'entend? Oui, merci Gabriel. Alors, juste une petite réflexion qui me vient en tête quand j'entends je vous entends parler, Stéphane, et toi, de la question du patrimoine.
on s'aperçoit qu'en fait, l'homme a besoin d'utilité. Il a besoin que le patrimoine vive, même dans des paradoxes. S'il n'y a pas d'utilité, le patrimoine d'avant ne sera pas un patrimoine d'aujourd'hui. Quand tu dis, par exemple, cette chapelle, elle a été un lieu de stockage. Après la Révolution française, on s'aperçoit que très souvent, c'est ce qui a sauvé certains patrimoines, que ce soit un lieu de stockage. Par exemple, la paille qui servait d'étable, eh bien, elle a permis d'éviter que les murs soient atteints, soient détruits, des peintures ou des fresques soient détruites. Donc, il fallait une utilité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en fait que qui change la nature du patrimoine et qui le rend contemporain et encore utile, c'est l'homme politique et le créateur. Et souvent, au milieu des deux, il y a l'architecte, peut-être encore plus que l'artiste. Et par exemple, parce que j'ai la chance d'habiter comme Gabriel dans cette belle ville de Clermont-Ferrand, j'ai souvenir que Vidéoform avait installé une très belle installation il y a quelques années, mais je crois que vous le faites souvent, à la chapelle de l'ancien hôpital général. Et ça, c'est un manqué politique prodigieux. C'est-à-dire qu'on a installé on a installé le tribunal à côté, mais on a rejeté ce patrimoine alors qu'on aurait pu avoir une entrée symbolique extraordinaire parce que quelque part, aujourd'hui, dans l'architecture contemporaine, on refuse les symboles, on refuse les portes. Et je trouve que c'est un raté, mais extraordinaire. Et seule la proposition, par exemple, artistique de Vidéoform permet chaque année de rentrer dans ce patrimoine. Je crois qu'on n'y rentre jamais sinon. Et c'est un lieu extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, on va partir de l'autre côté, plus au sud, à Nice, qui est une ville éminemment culturelle. Et on va parler d'une autre proposition, qui est une proposition que moi, j'ai découverte, alors qui est plus récente. C'est la 6e édition, je crois, du festival OVNI. Tout à fait. Et vous voyez, Madame Rodolphi, elle est à un endroit particulier parce qu'on voit des clés derrière. Donc, elle est propriétaire d'un hôtel. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, elle est également la directrice d'un festival. Et ce qui m'a fait, c'est de voir comment on part avec sa proposition artistique de l'intime, la chambre d'hôtel. Il se passe plein de choses dans les chambres d'hôtel. Par exemple, on peut ne pas être président de la République quand on utilise mal une chambre d'hôtel. Donc, il se passe des choses prodigieuses. L'histoire change dans les chambres d'hôtel. Et vous faites vivre l'art dans une chambre d'hôtel et ensuite, vous allez l'ouvrir vers la ville. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je sais que vous faites aussi intervenir des jeunes artistes de votre ville et notamment des jeunes de l'École nationale supérieure d'art de la Villa Arson, qui est sur les hauteurs de Nice, qui est un lieu extraordinaire. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre histoire intime avec la vidéo et professionnelle? Les deux se mélangent. Oui, les deux se mélangent. En fait, comment je suis rentrée dans l'art contemporain avec cette collection qui avait été initiée par mon oncle, donc une collection de chambres d'artistes dessinées par donc des artistes contemporains. Et j'ai perpétué cette collection quand j'ai repris l'hôtel en 2004. Puis j'ai voulu aller un petit peu plus loin, faire des expositions et surtout faire cet événement, le Festival OVNI, qui en fait permet d'allier la vidéo et de superposer ce médium assez facilement justement avec les chambres et avec le patrimoine d'une façon plus générale. Ce qui m'a beaucoup amusée dans l'utilisation de l'art vidéo, c'est justement la capacité de ce médium à mettre en valeur le lieu dans lequel il est et l'interaction qu'il peut y avoir entre le lieu et la vidéo. Donc, c'est pas ce que nous faisons systématiquement parce qu'en fait, bon, il y a aussi des fois des coups de cœur, des vidéos qu'on a envie de montrer, indépendamment un petit peu du contexte. Mais
c'est quand même un fil rouge dans tout le festival OVNI, c'est-à-dire essayer de trouver la bonne vidéo pour la bonne chambre, essayer d'inviter un artiste à prendre possession de la chambre et prendre possession du lieu, et pas forcément en refaisant un white cube, mais au contraire en s'appuyant sur l'artiste qui l'a précédé dans la chambre et qui a déjà laissé ses traces, ou l'architecture. Et c'est cette interaction vraiment entre le lieu et l'image qui m'intéresse plus particulièrement dans le festival. Donc, j'ai souhaité élargir le berceau qui était l'hôtel Windsor à d'autres hôtels, et proposer aussi un chemin, un parcours au public afin de l'inviter à découvrir des nouveaux lieux. Alors, bien évidemment, on s'appuie sur, je dirais, les professionnels de l'art contemporain locaux, en invitant le MAMAC, en invitant le Pôle 109, des musées historiques dans le parcours. Et donc, ils font leurs propres propositions. Mais nous aussi, nous investissions des lieux qui sont parfois muséales, mais pas forcément tournés vers l'art contemporain, comme l'année dernière, par exemple, le musée Masséna, où on avait invité Laurent Fievé à faire une exposition. Et le travail de Laurent, on avait l'impression qu'il avait presque été créé dans le lieu, c'est-à-dire ça donnait une impression de mise en abîme entre sa série Théorème, qui était des images mêlées de Caravage et Pasolini, et le décor baroque de ce musée Masséna, qui était magnifique. Et en fait, c'est cette alliance. Pardonnez-moi, Odile, on va peut-être démarrer quelques vidéos de votre festival en même temps que vous parlez, si vous permettez. Hein, Bimo, est-ce que tu peux mettre quelques vidéos d'OVNI, s'il te plaît, pendant que Odile nous parle? Donc, on avait aussi fait une invitation dans le même style au musée Matisse, avec un artiste sonore qui travaillait dans la piscine. Et là, en fait, ce que vous voyez sur la page d'écran du site internet, enfin sur la mire d'accueil, c'est une vidéo de Jérémy Griffo. Et nous avions invité Jérémy Griffo dans la salle de fitness de l'hôtel Splendide. Et donc, en fait, dans cette salle de fitness, bien évidemment, il avait fait une installation somptueuse avec avec son travail, et en mettant en scène, en mêlant son travail avec les appareils de fitness de mon confrère, donc, qui nous avait ouvert ses portes. Voilà, Gaëtan avait, lui, fait une installation dans un autre hôtel, l'hôtel Rivoli, et dont il sera le meilleur porte-parole pour vous en parler. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des points que vous voulez que je développe un petit peu plus. Nous essayons aussi de faire des hors les murs. Nous avons fait une programmation pour Taipei, sur le parvis du Moka. Nous avions participé au festival de Séoul dans l'université de femmes construite par Dominique Perrault. Nous développons les résidences aussi à l'hôtel Windsor, avec des vidéastes qui, par exemple, là, en ce moment même, s'emparent de la collection du Musée des Arts Asiatiques pour travailler sur cette collection et produire à partir de cette collection, et montrer leur travail au mois de janvier. Voilà. Vous avez d'autres questions, Benoît? Moi, j'ai une remarque. En fait, quand on arrive dans une chambre d'hôtel, souvent, il se passe deux choses. On a notre carte. Maintenant, on donne une carte plus qu'une clé. On met la carte pour faire le contact. La lumière s'allume et la vidéo de l'hôtel s'allume. Et en fait, on a deux choses qui se passent. La lumière, la vidéo. Et moi, je trouve que c'est plus une remarque. Je trouve que c'est un manifeste extraordinaire d'imaginer qu'à la place de la vidéo de l'hôtel, nous pourrions avoir maintenant des vidéos d'artistes dans chaque hôtel. Vous savez, c'est comme une sorte de court-métrage qui pourrait passer avant même le film de cinéma, parce que
aujourd'hui, on perd un peu le sens du court-métrage. Moi, je vous avoue que j'adore les courts-métrages, mais avant les longs-métrages. Voir les courts-métrages tout seul, ça m'a toujours dérangé. Parce que je pense que tout est lié. C'est-à-dire que tout devient… Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, au lieu d'avoir cette vidéo ennuyante de l'hôtel qui vous dit ce que vous devez faire, ça serait beau d'avoir des vidéos qui vous disent ce à quoi vous pouvez penser. Alors, vous savez, moi, j'ai un petit côté où je cultive les choses un petit peu désuètes. Vous voyez, en fait, nous avons encore un vieux panneau de clés et nous ne sommes pas passés aux cartes. Donc, les vidéos ne s'allument pas quand on rentre dans les chambres. Mais par contre, nous avons un projet je dirais, de chaîne interne avec effectivement des vidéos d'artistes. Pour l'instant, on a une petite chaîne YouTube avec des interviews d'artistes qui ont fait leur chambre à l'hôtel Windsor, comme donc des interviews avec Gottfried Honegger ou avec François Morellet ou d'autres encore. Et c'est vrai que ça fait partie des propositions que j'aimerais faire, de faire une petite chaîne pour mes clients avec vraiment de l'art vidéo. Voilà, on a toujours plein d'idées, après on n'arrive pas toujours à tout mettre en œuvre, parce qu'en fait, OVNI est une petite association qui fonctionne avec pas grand-chose, alors on essaye déjà de faire énormément. Merci beaucoup. En tout cas, on va passer à Gaëtan Trovato. Moi, j'aimerais qu'il rebondisse un peu sur ce qui s'est dit. Et je voudrais qu'il puisse nous dire un petit mot sur la question qu'a soulevée tout à l'heure Gabriel, entre cinéma et vidéo. J'ai souvent eu l'impression, mais Gaëtan, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, que les débats, par exemple, au cinéma, ça me gêne. J'ai l'impression que ça sonne vraiment creux, que ce n'est pas un lieu de débat, ce n'est pas un lieu où on doit avoir un débat humain et avoir une interaction physique. Le cinéma, c'est le lieu de l'image qu'on reçoit. Et en comparaison, j'ai le sentiment que la vidéo, c'est le lieu c'est une image dans laquelle on peut rentrer. Est-ce que c'est ça une des différences entre le cinéma et la vidéo? Oui, moi, il y a deux différences notables. La première, c'est que déjà, le cinéma, à la base, moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment le cinéma, mais la vidéo m'a permis de faire des films autrement, avec un autre schéma de production. Donc, j'ai pu produire des films seuls, des films sans caméra. Donc, ça m'a permis d'aborder la question du cinéma, mais complètement autrement. Et puis le cinéma, c'est aussi, enfin, c'est une expérience collective. On rentre dans une salle, on s'assoit. L'installation vidéo, c'est l'exact opposé. Enfin, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. On rentre dans un espace, on déambule. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment éclater le récit dans l'espace et que ce soit le corps du spectateur qui vienne recomposer soit une histoire ou qui vienne réfléchir sur le lieu qu'il est en train de visiter. Donc, pour toi, ça n'aurait aucun intérêt d'essayer d'interagir entre cinéma et lieu. Ça n'a pas d'intérêt par rapport à la question de la vidéo. C'est autre chose, ce serait une autre expérience, mais c'est deux choses complètement différentes qui s'interconnectent, mais qui sont pas… qui fonctionnent pas. Où est-ce que tu avais présenté ta vidéo dans Vidéoforme? Dans quel endroit? Moi, j'ai participé au festival Vidéoforme avec une vidéo qui avait été produite à l'Institut français d'Alexandrie en 2016 et qui était justement, qui avait été tournée dans une ancienne société de production qui produisait les premiers films en langue arabe. Donc moi, j'avais filmé dans les bureaux et j'avais ajouté à mes images les figures des anciens films qui avaient été produits. Ça, c'était la première vidéo avec laquelle j'avais participé à Vidéoforme. Et ensuite, 1 an plus tard, j'ai participé à la résidence Vidéoforme, où là, je suis parti pendant 5 semaines dans un collège et j'ai travaillé avec 2 classes. Et en fait, on a créé une installation qui s'appelle Les Doléants. Et c'était au moment en fait, où il y avait les gilets jaunes et où pas mal de mairies avaient mis à disposition des habitants les cahiers de doléances, justement. Et on avait un peu parlé de ces questions-là et on avait essayé de créer une fiction dans le village où
c'était comme si la lutte s'était arrêtée et qu'elle avait été perdue, comme si une révolution avait été ratée. Et j'avais filmé des espaces vides en fait dans tout le village, et notamment un vieux marché couvert qui était vide à Jaligny. C'était dans l'Allier. Et j'avais été fasciné par ce lieu. On parlait de contextualisation, donc j'avais filmé ce lieu plusieurs fois, je voulais projeter à l'intérieur, et puis finalement je l'avais restitué mais ailleurs, parce que c'était pas le meilleur endroit, mais la question s'était posée. Et cette pièce-là, elle a été montrée ensuite quelques mois plus tard à Nice, où là je l'ai remise en scène pour la chambre en projetant directement sur les fenêtres, justement. Et elle a été montrée aussi du coup en Indonésie. Mais alors là, du coup, elle a été montrée, mais elle a pu être restituée seulement en virtuel, donc en numérique. C'est une balade dans l'espace d'exposition. Mais ce sont des photos, en fait, qui nous font nous déplacer dans l'espace. Donc, tout le travail, je pense, dans les années qui viennent, ça va être de trouver des solutions, peut-être pour montrer de la vidéo. Et là, bon, c'est une première tentative, mais je pense que ce qui nous manque, c'est le mouvement, en fait, dans la visite virtuelle. Donc ça, c'est la vidéo qui avait été créée avec les deux classes. Et je pense qu'on gagnerait, par exemple, à filmer des espaces d'exposition, mais peut-être avec des caméras vidéo à 360 degrés. Donc ça existe, et c'est des choses qui peuvent être faites. Et je pense aussi qu'il y a... Là, on a travaillé sur une exposition virtuelle, mais qui à la base devait être une exposition physique. Et je pense que ce qui va changer à l'avenir, c'est de considérer le fait qu'on va peut-être pouvoir directement faire une exposition virtuelle. Donc je pense qu'il faudra toujours retourner sur les lieux d'exposition parce que l'expérience, c'est quelque chose d'unique et ça, on ne pourra jamais l'enlever, je pense. Mais il y a des formes à trouver, il me semble, dans les mois qui viennent, sur pourquoi pas créer des installations vidéo, mais qui puissent se voir depuis n'importe quel point du monde. Mais c'est des questions qu'il va falloir poursuivre et développer. Parce que là, je pense qu'on essaye de régler une contrainte, mais ça peut devenir aussi un moteur de création. Merci beaucoup. On va commencer, Krishna. On peut faire rentrer peut-être des questions là, des gens qui sont parmi nous, du public. Hein. Vous pouvez écrire ou vous pouvez lever la main comme à l'école pour nous dire « je veux parler ». Moi, j'ai des petites… j'en pose une, hein, Krishna, si vous le permettez, puis vous prenez, on prend en même temps. J'en avais une pour Gabriel. Qui nous a parlé du public jeune, qui était la cible prioritaire des actions de vidéoforme. Est-ce qu'en fin de compte, parce que Stéphane Dauvert nous disait « j'ai des cheveux blancs », moi je commence aussi à en avoir, et pour moi la vidéo est plutôt quelque chose d'intrusif, et pour les jeunes publics c'est plutôt quelque chose d'inclusif. Est-ce que ça, c'est une réalité qu'on travaille quand on est un directeur de festival, de vidéo? Est-ce qu'on travaille aussi pour les vieux avec les cheveux blancs? Je suis à fond dans la vidéo, donc je peux dire ça aussi. Mais voilà, mais tu n'as plus de cheveux. Je crois que la vidéo, c'est un outil commun maintenant. Mais je peux réagir quand même à ce qu'a dit Gaëtan. J'ai trouvé ça intéressant parce que je n'ai pas eu le temps de développer l'histoire du cinéma. La vidéo, ça fait partie du cinéma, c'est l'histoire de l'image en mouvement. Simplement, on est dans les marges et on déborde du cadre. En fait, à partir du moment où on met deux écrans, on n'est plus au cinéma. Et pour moi, même si la première vidéo que j'ai vue de Gaëtan, par exemple, sur le magnifique travail qu'il a fait, où il parle du cinéma, justement, à Alexandrie, pour moi, ce n'est pas l'endroit où on doit montrer les vidéos. Mais même si on perpétue la chose, on est venu au festival, il y a une salle de projection, etc. Mais on fait des séances très courtes, pour que ça ne ressemble pas trop au cinéma. Pour moi, la vidéo, elle doit investir d'autres lieux. Ça a été toujours en toile de fond de notre réflexion à Vidéoforme. Et surtout, ça doit donner la liberté au spectateur, à l'humain, de se déplacer, de se dire « je rentre, je sors, je m'arrête ou pas. Aujourd'hui, je ne suis pas bien, je ne reste pas longtemps. Je reviendrai demain. »
il y a beaucoup de gens qui, même dans le cinéma, se posent la question, est-ce qu'on ne considère pas que les salles de cinéma sont des salles de divertissement et que, non pas le vrai cinéma, le cinéma de recherche, d'expression, ne serait pas mieux dans une galerie, dans un musée, dans un centre d'art. Donc là, il y a vidéo-cinéma, c'est plus trop le problème. Et pour le jeune public, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de travailler avec eux. Nous, on les fait travailler avec des artistes. C'est-à-dire qu'ils ont, la plupart des artistes qui interviennent sont des plasticiens. Et on va, je ne sais pas si elle l'a vu, ma collègue d'OVNI, mais on va accueillir Jérémy Griffo bientôt, je crois à partir du mois de janvier chez nous. Le travail qu'a fait Gaëtan était extrêmement intéressant parce que je suis très curieux de savoir comment il l'a présenté à l'hôtel. Parce qu'en fait, quand il l'a présenté dans un grenier, dans une maison. Et dans une maison, le grenier, c'est forcément l'endroit où on va stocker la mémoire. C'est-à-dire que les choses du passé, on les stocke là-haut. Et de temps en temps, on va les revoir et on se rafraîchit, quoi, on se remémore le passé. Et là, j'ai vraiment apprécié ce qu'il nous a montré. Je suis allé le voir, parce que Jaligny, c'est très loin, en fait, loin de tout. Mais je n'ai pas été déçu du tout. Et je sais qu'un jour, on en a parlé, on retravaillera ensemble certainement. C'est un travail extrêmement sensible. Et je crois qu'il serait mieux placé que moi pour parler des réactions des enfants vis-à-vis de l'image. Parce que là, ce contact que moi, je n'ai plus, j'ai beaucoup travaillé il y a très peu de temps avec des post-ados, en fait, des étudiants. Ils ont une culture de l'image, ils sont nés dans le numérique. Ce qui arrive maintenant, et je reprends l'expression que j'ai déjà utilisée, mais qu'a utilisé Stéphane en entrée, ce sont des extensions. On a des extensions numériques, que ce soit le téléphone ou tout autre objet. Moi, j'ai toujours au moins 2 caméras sur moi dans mes poches. Donc, je prends des notes, je filme. Et puis après, c'est une matière. Ce que j'essaie de montrer moi, aux jeunes, c'est que c'est une matière que l'on peut utiliser comme le faisaient les peintres. C'est le même geste finalement. Et alors justement, Gaëtan, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui viennent voir des vidéos, qui font des vidéos de ta vidéo et qui en fait participent avec leur téléphone portable à la diffusion de ton travail? Les jeunes, non, pas trop. Mais par contre, par rapport à ce que disait Gabriel tout à l'heure, moi j'ai toujours été surpris par la facilité avec laquelle ils avaient saisi le fait de montrer un film dans l'espace, un film installé par exemple. C'est pas du tout un concept qui leur est étranger. Et j'ai été toujours très surpris par ça et à quel point ils étaient capables aussi d'imaginer comment ça pouvait se déployer en fait. Mais est-ce qu'ils n'utilisent pas leur téléphone portable comme ça pour se prendre se mettre en scène dans la vidéo, dans l'installation? Si, ils le font. Après, ils ne le diffusent pas forcément, mais ils le font. C'est un outil dont ils se servent, oui, quand même. Puis nous, on s'en est servi aussi quelquefois pour certains ateliers de leur téléphone, de leur caméra. Et ça devient aussi, pour eux, un objet à filmer, oui, aussi. Krishna, vous avez des questions? Des petites questions? Non, on n'a pas encore de questions. On peut recevoir peut-être une ou deux questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, dans le chat. Parce que moi, j'en ai plein. Ah, Ayos, qui pose la question. What is the response? Ayos, you want to speak directly? Yeah, yeah, it's really interesting, Mrs. Rodolfi, to see how he is experimenting with the hotel room and how to shift or make out the hotel room into the exhibition room. And I think it's quite, it's not common in Indonesia. I never see before video exhibition in a hotel room in Indonesia. So it's new for me. But I'm just curious, what is the response of the audience while they see the video in the hotel room? Do they tour from one room to another, or how? And could they lie in the bed to see the video works? Because sometimes video works is very long, right? It could be like 30 minutes or 20 minutes, and in the museum or in the gallery, sometimes they have a seat or chair to sit
But how, when the audience come to the hotel room and they found out the video works is very long, can they lie in the bed and they see the video works? Thank you. Je crois que cette question est pour moi. Donc, oui, le public peut bien sûr s'allonger sur le lit dans les chambres. Je crois qu'en fait, les réactions peuvent être très diverses. Il va y avoir des installations qui vont nécessiter juste un passage dans la chambre. Et puis, il va y avoir des vidéos un petit peu plus longues qui peuvent être, qui nécessitent effectivement de s'asseoir. C'est aussi un lieu où on va faire connaissance avec son voisin plus facilement dans l'intimité de cette chambre. Il va y avoir à la fois une intimité avec la vidéo qui s'installe et aussi une intimité avec le public, un étranger qui peut être assis sur le lit dans cette position effectivement un petit peu incongrue et inhabituelle, mais qui est plutôt un moyen de tisser du lien social et de discuter ensemble de la vidéo qu'on est en train de regarder. Parce qu'il y a un paradoxe tout de même. Normalement, une chambre d'hôtel, c'est quelque chose d'intime. Là, pour le coup, je peux voir la vidéo avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Tout à fait, tout à fait. C'est je dirais une collision entre différents sentiments. Une fois seulement, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était assez perturbé par justement ce moment d'intimité avec un inconnu. Mais d'une façon générale, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et je trouve que c'est un des facteurs très intéressants de ce festival, c'est-à-dire c'est voir la vidéo autrement et avec d'autres personnes et vraiment créer de nouvelles relations. Et la porte reste fermée ou est ouverte? Les portes restent ouvertes. Les portes restent ouvertes. C'est une opération porte ouverte quelque part. Another addition, Pak Benoît. En attendant les autres questions qui vont arriver, j'espère, à Stéphane Lovert. Stéphane, tu nous parlais de paradoxe par rapport à la question et même par rapport à la question du patrimoine, ce qu'il devient, ce qu'on en fait. Est-ce que tu crois que la vidéo, elle offre une sorte de réalité augmentée d'un lieu, la vidéo d'art, ou est-ce qu'il y a un risque qu'elle puisse être un évitement du lieu? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se concentre sur la vidéo, on ne voit plus rien d'autre. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Ou est-ce que c'est entre les deux, ou est-ce que les deux peuvent exister? Moi, je pense la vidéo donne à un lieu une réalité non pas vraiment augmentée, mais recalibrée et différente. C'est-à-dire que ça va nous donner une autre approche du lieu. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez, ou qu'on n'a pas beaucoup évoqué, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est la subjectivité du regard du public. C'est-à-dire que face à une proposition artistique dans un lieu, l'appropriation du lieu par le public, la part d'appropriation du lieu par rapport à la vidéo va être variable en fonction du regard et de celui qui le porte. Par exemple, moi, si tu me projettes dans un lieu patrimonial assez fort avec une proposition vidéo, je pense que la part du lieu va être importante pour moi, du fait de mon vécu, du fait de ma sensibilité, du fait de tout un tas de facteurs. Je pense que sur d'autres individus, surtout si le lieu est pour eux moins chargé, puisque la charge d'un lieu est liée à peut-être une certaine mystique intrinsèque ou des éléments inexplicables, mais elle est aussi liée à la narration qu'on a reçue sur ce lieu précédemment. Et plus la narration a été forte, plus la force du lieu va s'imposer. Ou plus la symbolique de la narration, parce que quelquefois, ce sont des narrations minimalistes, mais des narrations très très fortes. Si on dit par exemple à un Indonésien qu'un lieu est hanté, cette narration minimaliste va avoir un impact considérable sur ce qu'on va pouvoir lui montrer dans ce lieu. Donc en fait, je crois que cette dialectique entre le lieu et ce qui est montré dépend beaucoup du vécu de chacun et de la manière dont on lui a parlé à la fois de l'objet qui est montré et du lieu où il est montré. Il y a une infinie variation. Et en fait, si en préparation à un événement artistique et la manière dont ça va être présenté,
va entièrement conditionner le regard du spectateur ou du visiteur. Je pense que par exemple, si on dit à quelqu'un, c'est assez intéressant, si on dit à quelqu'un, voilà, vous allez visiter un lieu qui est très important, et puis on l'a mis d'une certaine façon en lumière, on l'a animé, la personne va avoir tendance à se concentrer sur le lieu. Maintenant, si on dit à quelqu'un, vous allez découvrir une proposition artistique absolument fascinante, et il se trouve qu'elle est dans un lieu, vous allez vous concentrer davantage sur la proposition artistique. Donc, l'aspect de narration, mais dans l'art, l'aspect de narration est de toute façon totalement fondamental à mon avis. Mais l'histoire est importante dans tous les sens du terme, puisque là, je le dis pour nos intervenants français, les Indonésiens croient aux fantômes. Donc, dans le patrimoine, tout bâtiment ancien est hanté. Donc, évidemment, chacun sait que les fantômes n'existent pas, mais en fait, ils existent, puisqu'ils existent dans tous les esprits des Indonésiens. Donc, de toute façon, c'est incontournable. Et un jeune architecte français avait réalisé une cartographie des lieux hantés en Indonésie. Et donc, formellement, ça je le dis pour Madame Rodolphi, j'habite dans un hôtel depuis 3 ans. Donc actuellement, je suis le seul habitant de l'hôtel, voyez-vous. C'est un hôtel colonial qui s'appelle l'hôtel Majapahit. Donc, j'habite avec les fantômes. Alors, au début, je n'y croyais pas. Et puis, au fur et à mesure qu'on m'en parlait, j'ai dû y croire. Cette narration a eu un impact sur ma façon d'habiter le lieu. Et puis, je me suis dit en définitive que j'avais jamais rien fait avec un Hollandais ou une Hollandaise, parce que ce sont des fantômes hollandais, et donc j'avais rien à craindre. Voilà. Et parfois, c'est vrai, je le disais à Stéphane Dover, qui m'a cru. Je lui ai dit, voilà, j'ai un ballon, et le matin, le ballon a bougé. Évidemment, les Hollandais jouent au football, c'est bien connu. Et donc, la narration, elle a un impact sur l'individu, et cette narration, en fait, on est poreux à cette narration dans une autre civilisation. Évidemment, je n'aurais jamais pensé ça en France. Et aujourd'hui, je le pense, parce que je suis ailleurs. Et donc, la vidéo, c'est cette capacité à être ici, ailleurs en même temps. Et ça vous crée effectivement une sorte de perturbation et d'intelligence renforcée. Je veux dire, ça vous pousse à penser autre chose. Alors, je voudrais poser, moi, une petite question. Je lui ai envoyé un petit message. Et j'espère qu'elle va poser une question parce que j'ai ma collègue de Yogyakarta qui a fait son stage de fin d'année à la Villa Arson et qui connaît très, très, très bien Nice. Alors, Sarah, pose une question, s'il te plaît. Krishna. Oui, en fait, on a une question, mais en dehors de la thématique, est-ce qu'on peut accepter? Oui, on a le droit. On a le droit. La question, c'est... Le directeur de l'IFI mentionne de la dimension de l'espace, du déplacement, etc. La question, comment l'avenir de l'art gastronomique dans le monde numérique? Vous, c'est seulement tel que le goût, l'odeur, arôme, etc. De Madame Happy. C'est pour moi la question? C'est pour Monsieur Dovel, je crois, non? À tout le monde pourra intervenir aussi, parce que l'hôtel, c'est un lieu de goût tout de même. Ah, oui. Vous avez un restaurant, Madame Rodolphi, dans votre hôtel? Oui, nous avons un restaurant avec une chef talentueuse. La question m'était adressée à moi? Non. Mais vous pouvez répondre quand même. Vous pouvez répondre. C'est pour Monsieur Dover. Non, je laisse mon tour alors. C'était pour... Oui, vous pouvez répondre, Madame Rodolphi. Dans la dialectique, alors on peut sans doute attendre de l'art vidéo des évocations de la gastronomie, de l'alimentation, qui vont avoir un impact sur le spectateur. Et je crois que là, justement, ce qui est intéressant, c'est la dialectique entre les arts. C'est de voir comment un lieu, une proposition artistique vidéo, et c'est pour ça qu'en fait, le fait que vous répondiez, Odile, était assez intéressant parce que c'est aussi dans un hôtel qui montre de la vidéo et qui a un chef qui est très bon. Alors, comment on peut jouer avec ça? Je ne sais pas si vous l'avez déjà tenté, si vous avez tenté d'intégrer d'une certaine façon le restaurant dans la proposition artistique. Mais moi, je le vois plus comme une dialectique, comme un échange entre différentes propositions, que comme une volonté absolue d'intégrer tout dans la proposition vidéo stricto sensu, enfin vidéo dans la numérique stricto sensu.
Je crois qu'effectivement, bon, il y a toujours des ponts qui sont possibles. On avait dans l'idée de demander à chaque artiste qui avait fait une chambre ici à l'Hôtel Windsor de donner une recette et d'avoir chaque jour la recette de l'artiste. Donc ça, c'était pas lié à la vidéo, mais c'était un peu dans cet esprit d'établir des ponts entre les différentes parties de notre métier. Pourquoi pas créer des ponts avec l'art vidéo? Je crois qu'on a par exemple une installation dans le restaurant, on a une installation dans la cheminée de Pierrick Saurin, qui est un autodafé. Bon, là, on est quand même encore plus sur le lieu, mais rien n'exclut qu'effectivement, à un moment donné, je trouve la vidéo qui marche bien pour le restaurant et que j'ai envie d'établir ce lien. Après, je ne sais pas si c'est tout à fait ça votre question. Je crois qu'effectivement, on essaye de faire plein de ponts possibles entre vraiment le lieu et les différents médiums. Bon, par exemple, j'avais donné la chambre des oiseaux à faire à de jeunes artistes, qui était donc en fait la rénovation de la cage, de la volière, et avec l'idée qu'en fait, cette nouvelle chambre serait composée de 2 espaces, un espace pour les oiseaux de la volière et un espace pour ceux qui étaient de passage afin qu'ils puissent dialoguer ensemble. Voilà, disons qu'on essaye de faire des ponts comme ça le plus possible. Alors, je crois qu'on a une question. Pardon, Stéphane, tu voulais intervenir? Quelque chose, ça m'évoque une expérience qui est peut-être à contrario, mais qui est assez intéressante. Il y a à Paris, il y en a peut-être ailleurs, un restaurant tenu par des non-voyants qui servent leurs clients dans l'obscurité totale, avec des plats dont on n'avertit pas les clients de leur nature véritable. Et je pense que c'est une expérience gastronomique et personnelle absolument unique. Je n'en doute pas, en tout cas c'est ce qui en ressort des témoignages de ceux qui l'ont expérimenté. Et je crois qu'à l'autre bout du spectre, on est un petit peu dans le même type d'expérimentation. C'est-à-dire que là, on est sans image, mais on pourrait au contraire ajouter de l'image à la gastronomie. On peut imaginer des solutions comme ça qui mettent en perspective la gastronomie de manière différente par ce qui l'environne. C'est déjà le cas par le simple décor d'un restaurant, qui déjà modifie la perception de ce qu'on a dans son assiette. Alors pourquoi pas augmenter ou modifier des réalités adjacentes à l'existence du lieu restaurant. Enfin, il y a à mon avis beaucoup de choses à imaginer. Je crois que j'apprécie beaucoup justement la vidéo pour les multiples possibilités qui s'offrent à nous. Et je crois qu'on va avoir toujours des nouvelles choses à découvrir avec ce médium pour des incursions insolites et inhabituelles. On va avoir une petite question, je vais juste faire une petite remarque. Souvent, l'image animée, alors je ne parle pas d'image artistique, hein, mais l'image animée dans le restaurant est très perturbatrice. Ça, je le dis pour nos collègues indonésiens. On mange en France, lorsqu'on dîne avec quelqu'un, forcément très, très, très mal poli de regarder l'image qui est derrière. Et en fait, on s'aperçoit également tout l'impact de l'image sur l'homme contemporain. On est happé systématiquement, et moins on voit d'image, moins on a la télé chez soi, plus on va la regarder. Et donc, on se retrouve dans un restaurant, on va se retrouver happé par cette image. Et puis, pour aussi une réflexion qui me vient par rapport à ce que dit Stéphane Dauvert, la mise en scène de la table. La mise en scène de la table, c'est le surtout de table, c'est-à-dire les tables avec tous les décors en céramique qui existaient au préalable et qui faisaient de la table un ensemble qui vivait avec des plats de poissons, des bougies, etc. Et moi, je pense qu'on va revenir aussi à cette question de la décoration de table, qui est aussi une façon de faire vivre la table et de l'animer. Alors, Aude Emeline. Oui, Aude Emeline.
Voilà, qui est la Madame. directrice à Bandung, donc qui a accueilli l'ouverture du festival, va poser une question. On peut peut-être la prendre, non, Odebline? Oui. Est-ce que vous souhaitez de parler? Ah non, il faut. Elle est obligée. Vous êtes obligé, Odebline. Alors, On ne te voit pas, Odebline. non, mais c'est fait exprès. Ah, Non, non, personne n'est visible. Non, je posais. Vous m'entendez? Vous me voyez pas? Vous m'entendez? oui. Oui. Je posais la question sur le rapport entre le concept et l'esthétique, c'est-à-dire qu'en art plastique, peinture, c'est plutôt l'esthétique, du moins jusqu'à l'art très contemporain, qui va peut-être prévaloir sur le concept. C'est la première émotion qu'on a quand on visite un grand musée comme le Louvre, c'est plutôt l'émotion artistique. En art vidéo, est-ce que c'est pas plutôt et trop souvent, malheureusement, plutôt le concept qui va prévaloir sur l'aspect esthétique de la vidéo elle-même, ou est-ce que les deux parviennent à s'équilibrer? Comment vous voyez ça? Je parle aussi pour des gens qui s'y connaissent pas spécialement en art vidéo, qui sont juste des amateurs, des visiteurs, et qui peuvent peut-être percevoir cela comme un art trop conceptuel. Alors ça dépend. Je ne suis pas totalement d'accord, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui initient leur pratique essentiellement sur une recherche formelle, en fait. Ils sont dans une recherche formelle permanente, mais il y a toujours un fond qui est là en permanence, mais on peut être guidé aussi par une simple recherche formelle, en fait. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et ensuite, par exemple, on parlait tout à l'heure de la vidéo que j'ai fait en Égypte. Si j'avais appliqué la même technique à n'importe quel autre lieu, ça n'aurait aucun intérêt. Donc là, le fond et la forme sont venus faire exister la vidéo dans le bon sens. Mais on peut aussi être animé simplement par la forme, en fait, la forme que permet la vidéo, notamment le lien à la peinture qui peut être fait. Toi, tu es quand même un narratif de la vidéo. Absolument, oui. Est-ce qu'il t'arrive d'aller faire des recherches strictement sur la question formelle? Est-ce que de temps en temps, tu te hasardes à ce genre de défi? Oui, ça va m'arriver. Quelquefois, quand là, par exemple, je travaille sur des vieilles affiches de cinéma et la relation que je peux avoir avec ces matériaux et de la lumière, par exemple. Donc là, c'est une recherche formelle, mais ça dépend, en fait, ça dépend des projets. Il y a des projets aussi qui se prêtent mieux au fond et d'autres mieux à la forme, et voilà, ça dépend, en fait. Et Gabriel, de la même façon, comment on compose un festival, par exemple, dans ses choix artistiques? Est-ce que ça, c'est une donnée qui rentre en compte, j'imagine? Clairement. Là, par exemple, on reçoit des vidéos pour la compétition, donc des vidéos de type court-métrage, donc qui seront projetées malheureusement sur un écran. Non, pas malheureusement, mais enfin, qui seront projetées sur un écran. Et nous sommes 7 personnes et nous regardons environ 1100 films. Et le week-end prochain, on fait la révision, on va garder les 40 ou 50 films qui seront présentés au public et au jury. Il est clair que on essaie de rendre compte à la fois des thématiques et des formes nouvelles. Quand je dis formes nouvelles, c'est l'écriture. La pire des réflexions qu'on puisse entendre autour de la table quand on regarde les films ensemble, sauf en ce moment, c'est la première année où on le fait différemment, c'est que c'est un catalogue d'effets. Voilà. Si la technologie est trop prégnante, par rapport au sens, ça n'a aucun intérêt. Pour nous, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que la technologie soit non pas invisible, mais vraiment qu'on n'y pense pas. C'est comme ce que disait Stéphane tout à l'heure, quand on rentre dans un bâtiment, on l'appréhende d'une manière ou d'une autre, mais pour nous qui sommes des curateurs en puissance à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. C'est un élément important. Après, sur les autres formes, c'est très différent. Sur les installations, on n'a pas d'appel à projet, par exemple, parce que ça serait ingérable pour nous. C'est plutôt c'est là où il est important qu'il y ait des vrais, ce que j'appellerais des vrais festivals en réel, c'est-à-dire des rencontres. Je
je reçois des fois des dossiers de manière spontanée, mais rien ne remplace la rencontre. J'avais vu le dossier de Gaëtan puisqu'il avait été sélectionné pour les résidences, mais je veux dire, le bonus, c'était quand je suis allé voir le travail qu'il a fait à Jaligny et qui était magnifique, et que je suis content de savoir qu'il a en plus été montré ailleurs, parce que très, très, très souvent, les installations, ça existe une fois. Et notre gros effort aujourd'hui à nous, et souvent avec l'Institut français, c'est de les faire voyager. Par exemple, s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait dû faire une tournée au mois de mai dernier en Russie, dans plusieurs villes, 5-6 villes. Et donc, à chaque fois, et avec une pièce très, très intéressante qui va sans doute plaire à Stéphane, puisqu'à chaque fois, l'artiste c'est un peu comme une pierre qui roule, qui n'amasse pas de mousse, mais qui amasse beaucoup de choses, puisqu'à chaque fois, l'artiste se déplace et elle prend des images qu'elle rajoute à cette banque d'images, qui ensuite est déployée sur une forme de pyramidale. Chaque phase des cubes qui composent cette pyramide est habitée par un flux d'images, et c'est silencieux. Le son, c'est, comme dirait John Cage, c'est le bruit ambiant, c'est le battement du cœur que des fois quand on est un peu essoufflé, qu'on entend avant tout autre son, mais ça fait partie du son qui accompagne cette œuvre-là. Voilà, c'est... Alors, Madame Krishna, Oui. merci. Madame Krishna, vous me rappelez que nous avons dépassé l'heure. Oui. Et donc, Alors, on a peut-être une dernière question de Monsieur et- Abdraman Kamate. Voilà, pas de n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Abdraman Kamate, qui est l'attaché culturel de l'ambassade de France, qui est un co-artisan très important de cette exposition. Et je voudrais vraiment le remercier parce que un point très important, c'est la question des moyens aussi, des artistes qu'on donne, qu'on alloue aux artistes. Et Abdraman est toujours vraiment, insiste énormément sur ce qu'on donne en cachet aux artistes. Et quand on a décidé, parce qu'il a fallu à un moment donné trancher, est-ce qu'on pouvait inviter ou pas les artistes, Abdraman nous a dit, on fera de toute façon le cachet qu'on donne à l'artiste sera le même, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Donc c'était une façon aussi de reconnaître qu'on était en train de faire autre chose et qu'on n'allait pas faire moins bien. Même si, comme on l'a dit, il y a des choses qu'on doit améliorer. Et donc, je voudrais si Abou, tu peux nous rejoindre là, pour poser ta question, s'il te plaît. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, Merci Benoît. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'avais juste une question. Je constate qu'aujourd'hui, que ce soit le numérique sous toutes ses formes, la vidéo inonde notre quotidien. On en voit partout. Et la question qui me vient à l'esprit, comment peut-on expliquer la faiblesse, pour ne pas dire la faiblesse numérique, si on veut faire un jeu de mots, des manifestations qui promeuvent cet art? Peut-être la question, dans un premier temps, à Gabriel, parce que... Qu'est-ce que vous entendez par faiblesse numérique? En fait, pas faiblesse numérique, non, c'est juste un jeu de mots, mais le nombre de manifestations qui font la promotion aujourd'hui, notamment le nombre de festivals qui font la promotion. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup de par le monde. J'expliquais au début en préambule et simplement sur le territoire français, ça a commencé d'une manière assez... Moi, dans ma carrière, j'ai connu plusieurs fédérations de festivals ou d'événements, mais la nouveauté de celui qui vient de se créer, c'est que ça a commencé par des entités régionales, des gens qui regardaient à côté de chez eux d'autres structures qui s'intéressaient à l'art vidéo ou des artistes, et ont commencé par faire des réunions régionales. Et puis, dans chaque région, ça s'est un peu propagé. Et puis est venue l'idée et l'envie et le besoin aussi pour dialoguer aussi avec les pouvoirs publics et promouvoir tous les partenaires de cette grande structure. L'idée de se structurer et donc de donner des outils, de réfléchir, de penser à la formation, d'informer les gens sur les résidences, etc. Et donc, en France, en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de par le monde aussi. Hein. Je vois en Amérique du Sud, dernièrement, il y avait une biennale en Argentine, mais je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Le plus difficile, c'est vraiment de les identifier.
Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui est à la pointe des festivals en matière de vidéo? Ou est-ce qu'il y a des singularités? Est-ce qu'il y a des pays qui se dégagent un peu des régions aujourd'hui? Alors, chaque pays a ses dispositifs. Pardon, Stéphane voulait parler, non? Non, je disais l'Auvergne, c'est pas un Oui, pays, oui, ça. Oui. bien sûr. Maintenant, il faut dire l'Auvergne-Rhône-Alpes. Attention. Ouais, exactement. Il Mais y avait un effectivement, panneau en Auvergne qui disait « Ici s'arrête la France, il existe toujours ici. Et là commence l'Auvergne. » Voilà. je dirais en Espagne, en France et en Allemagne, c'est très structuré. En Italie, pendant longtemps, il n'y avait pas il n'y avait pas de ministère de la Culture, par exemple. Donc, mais ça a été réparé et on commence à avoir des manifestations et des lieux qui se structurent et qui réseautent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus exister tout seul, il y a un écosystème à créer qui permet justement de faire voyager les œuvres, d'échanger les bonnes idées. Il y a des lieux de diffusion, il y a des lieux de production, il y a des grands établissements qui montrent des choses. Il y a des biennales. En France, il y a 2 biennales actuellement, donc une qui est dans le sud, hein, je ne sais pas si OVNI est concerné, mais Chronique, par exemple, qui rassemble un peu tous les lieux structurels du Sud, enfin, autrefois le PACA. Et il y a aussi donc Nemo en région parisienne. D'accord. Juste une dernière question et j'arrête là, Benoît. Est-ce que nos intervenants peuvent juste nous expliquer un tout petit peu l'économie de l'art numérique, parce que le spectacle vivant nous semble quelque chose d'assez évident. Comment vit-on aujourd'hui avec cette création-là? Gaëtan, peut-être tu veux nous expliquer? C'est à moi qu'on pose la question? Tu en vis? Gaëtan, c'est mieux. Ouais. Oui, alors déjà, on n'en vit pas. Si vous voulez une réponse claire, moi, je n'en vis pas à 100%, donc je suis obligé de travailler à côté et de continuer ma pratique. Donc, heureusement que je peux faire des événements comme ça qui me permettent de continuer. Mais l'économie, surtout en art vidéo, elle est très compliquée. D'autant plus que moi, par exemple, je ne vends pas de pièces, je ne vends pas mes installations, les vidéos. C'est assez compliqué à vendre la vidéo. Donc, ce sera plutôt les expositions, les résidences, les manifestations. Mais c'est très, très compliqué, et d'autant plus cette année, mais voilà. Donc, tu te fixes, par exemple, pour qu'on comprenne bien, tu te fixes, tu essaies d'avoir un certain nombre de résidences dans l'année. C'est quoi ton objectif, par exemple, quand tu traverses une bonne année en termes de résidences pour ton activité? C'est de pouvoir couvrir toute l'année en ayant seulement cette activité-là, soit en cumulant des ateliers ou des résidences et des expositions. C'est les trois activités en général qui me font vivre. Et par exemple, Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne une résidence à Vidéoform? Il y a différentes formes. Il y a celle qu'a connue Gaëtan. C'est une résidence qui a lieu dans un établissement scolaire et il y a un temps qui est alloué à l'artiste et de l'argent, bien évidemment, pour faire une recherche professionnelle. Et nous, on le choisit en fonction de son travail artistique. Et ensuite, il y a un échange dans l'établissement, c'est-à-dire qu'il accompagne des projets d'établissement. Alors, ça peut être simplement lié à l'établissement, mais ça peut aller bien au-delà. Ça peut être un territoire. Il y a d'autres, très peu, mais on a 1 ou 2 résidences de production où là, on a une exigence, comme en ce moment, on a deux artistes qui travaillent. On a trouvé des moyens financiers pour les aider à produire les pièces qui vont être présentées en mars 2021. Et puis, il y a des mini-résidences. Je dis mini parce qu'il n'y a pas de financement, mais on a un lieu assez magnifique et on a un appartement. Et parfois, c'est suffisant pour un artiste qui peut se déplacer, qui ne vient pas de très loin, ou qui a des subsides. Par exemple, on a eu une année un artiste belge qui a pu se déplacer et venir chez nous et travailler avec un autre artiste. Donc, vous voyez, en fait, les arts numériques et comme l'art vidéo dépendent au niveau administratif en France des arts plastiques. Autrement dit, on a un héritage qui est très dur à relever puisque c'est en gros les peintres et les sculpteurs. Et
et c'est le secteur qui est le moins financé. On est les parents profs de la culture, à comparer au spectacle vivant, la danse, la musique, etc. Mais il y a de plus en plus, et c'est pour ça que la structure dont je parlais tout à l'heure est importante, parce qu'on dialogue notamment avec l'Institut français au niveau du numérique, mais aussi un dialogue avec les territoires, les régions, et en les poussant à créer des fonds. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, nous allouons je crois, 150 000 € à des projets d'artistes. Donc, je fais partie de cette commission d'experts qui reçoit les dossiers et nous sélectionnons et nous donnons les moyens à des artistes. Mais pour rejoindre ce que disait Gaëtan, il y a très peu de gens qui vivent de leur art. Souvent, ils sont enseignants, dans le meilleur des cas, mais en même temps, est-ce que c'est le meilleur des cas? Il y a des gens qui acceptent de vivre très chichement en essayant justement d'obtenir des résidences, des bourses. Qu'est-ce qui se passe très concrètement si par exemple, on arrive à obtenir 15 000 € pour un artiste sur une production? Eh bien, nous, on lui dit, il faut que sur ces 15 000 €, tu te salaries ou tu gardes quelque chose pour toi. Dans 9 cas sur 10, les artistes mettent malheureusement tout dans leur production. On les accompagne, on essaie quand même mais voilà comment peuvent vivre les artistes. Krishna, on va prendre la dernière question pour clôturer. Oui. Et Sarah, peut-être, peut nous rejoindre. Sarah, est-ce que tu es… Sarah, Madame Sarah. Voilà, la directrice déléguée de l'Institut français de Yogyakarta. Voilà, Jogja. Il faut brancher le micro. Oui, il faut brancher le micro, Madame Sarah, parce que sinon on ne va pas t'entendre. On ne t'entend pas, Sarah. Oui, vas-y, on t'entend. Donc, bonsoir. Oui, donc à l'époque où j'étais étudiante et finalisant un stage à la Villa-Arson, on avait la possibilité de visionner des vidéos d'art vidéo au sein des musées, notamment Mamac, Villa-Arson, et on se rend compte, et donc c'est un très bon témoignage avec l'hôtel Windsor, que maintenant on peut consulter ce type de vidéos et de performances au sein de musées, d'hôtels par exemple, et d'autres lieux. Et par ailleurs, il y a de plus en plus de vidéos qui sont exposées, je ne sais pas si tel est le terme d'ailleurs, présentées dans le spectacle vivant, notamment la danse. Ryuji Ikeda, par exemple, le célèbre japonais, présente régulièrement en danse des vidéoformes au sein qui font partie intégrale de spectacles de danse. Je sais qu'ils sont aussi fortement exploités dans le domaine du théâtre. Donc, c'était pour partager un peu, vous demander votre avis, et notamment l'avis de Gaëtan, à savoir si est-ce que pas intrusion, mais du coup cette collaboration annihilait pas un peu le travail des deux médiums, soit par exemple le spectacle vivant en termes de danse, quel était le rôle en fait de la vidéo? Est-ce que ça minimisait pas du coup le travail de la vidéo? Parce que par exemple, pour avoir vu des spectacles de danse, c'est vrai qu'on est souvent happé par la vidéo. Et puis aussi, je trouve assez intéressant ce rapport d'image animée, de corps animé. Donc voilà, je voulais recueillir votre avis sur ces nouvelles pratiques. Pour moi, quand c'est bien fait, en fait, ça se complète vraiment bien. Tant que la vidéo, c'est pas un simple élément de décor, mais qu'elle vient servir un spectacle, qu'elle vient travailler au service de la scénographie, de la mise en scène, là, c'est fabuleux parce qu'il y a des utilisations qui sont extraordinaires, qui peuvent être faites de la vidéo, notamment sur la multiplicité des supports. On n'est plus obligé de projeter seulement à l'arrière, mais sur un tas de supports sur scène. Et ensuite, moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de développer un petit peu en faisant un petit peu de performance, danser, jouer, et aussi en ayant travaillé dans le cadre d'ateliers théâtre et vidéo, à la création d'un spectacle, où il y a eu mise en scène du spectacle et travail de scéno et de vidéo pour le spectacle. Et là, ça fonctionne super bien ensemble.
quand c'est bien fait, en tout cas, ce n'est pas l'un contre l'autre, au contraire. Et on parlait tout à l'heure aussi d'activités annexes, et c'est vrai que ça peut être une activité aussi qui complète celle de ma recherche artistique personnelle, par exemple. Donc pour ça, c'est... Sur la danse, il y a eu énormément de... Les danseurs ont été des précurseurs, en fait, parce qu'ils ont très vite saisi l'intérêt de la caméra vidéo. Et le secteur de la danse, la direction de la danse au ministère de la Culture en France a immédiatement donné des crédits à des compagnies qui faisaient de la recherche là-dessus. Et notamment, vous connaissez peut-être N+N Corsino à Marseille. Et on comprend pourquoi la danse. Parce que le corps vieillit, à un moment donné, on ne peut plus danser. Et avec le numérique, on peut par contre créer des banques de données de mouvements et ensuite retravailler avec des danseurs, ce qui a été fait par de nombreuses compagnies maintenant, qui inclut l'outil numérique déjà pour concevoir la chorégraphie et la danse, mais aussi, comme le disait Gaëtan, inclut l'image, pas comme un prétexte ou pour en faire valoir, mais vraiment dans le mouvement de la danse, dans le mouvement des corps. Et avec la danse, ça crée des œuvres qui sont à la frontière entre... C'est ni de la captation, ni du clip vidéo, ni du documentaire, mais c'est la vidéo, on appelle ça aussi la vidéo dansée presque. C'est un genre à part entière qui peut exister. Il est vrai qu'en fin de vie, Merce Cunningham avait mis en place un logiciel d'ailleurs vidéo. Liveform. Capter les mouvements. Ouais. Alors, pour revenir, ça va revenir à ce que disait Stéphane au début. Vous vous souvenez certainement de Muybridge et ces gens qui avaient inventé des appareils pour étudier le mouvement en mettant des petits points sur le corps. Et en fait, ce qu'a fait Merce Cunningham, il a fait la même chose et il a enregistré des tas de mouvements comme ça avec son logiciel, ce qui lui a permis ensuite de créer ce qu'il ne pouvait plus montrer. Son corps ne lui permettait pas de montrer les pas à ses danseurs. Et donc, il a créé des chorégraphies de cette manière-là. Et ce logiciel est largement utilisé par les danseurs. Ça crée les partitions des danseurs presque. On va s'arrêter là, Madame Krishna, peut-être. Oui, on a dépassé, parce que c'est devient très vivant, la discussion. Non. Et je me disais tout à l'heure, pour finir, c'est quoi en fait l'image? Si on en revient à l'étymologie, c'est l'action de reproduire quelque chose, d'imiter une forme, et par le dessin, et là par la vidéo. Donc en fait, il y a cette volonté d'écriture, l'image c'est de l'écriture. Et mais pour ça, il faut aussi des gens qui soient capables de les montrer. Vraiment, je trouve que, bon, je connais évidemment bien, parce que j'ai pu le voir à Clermont-Ferrand, le festival Vidéoforme, et j'adorais cette relecture de l'urbanisme de la ville, de la redécouverte de lieux qui sont interdits, qu'on ne connaît pas. Je me disais, tiens, où ça pourrait aller bientôt, mais je suis sûr que si je dis ça, Gabriel va me dire, mais c'est déjà fait. Est-ce qu'on va dans des usines, par exemple? Oui, bien sûr. Et donc, la prochaine fois, j'irai, parce que j'espère quand même que tout ça va s'arrêter un jour et qu'on va redevenir des gens normaux, qu'on pourra aller dans des festivals, dans des chambres d'hôtel. Donc, j'irai, la prochaine fois que je vais à Nice, je sais où j'irai dormir, c'est sûr, parce que j'irai découvrir ce festival et cet hôtel incroyable. Et je voudrais remercier aussi Stéphane Dauvert de nous avoir fait confiance à vous et à moi-même pour qu'on monte ce projet, parce que ce n'était pas évident. Et puis, il nous a poussé également à réfléchir à ce que nous produisons. Je pense qu'on a fait une belle opération. Je veux remercier mes collègues, AIOS également, mes collègues des Alliances et mes collègues des autres instituts. Merci beaucoup pour ce moment. C'était vraiment très, très, très intéressant et stimulant. Mais je crois quand même, bon, parce que c'est le chef tout de même, on va lui laisser la parole à Monsieur Dauvert pour terminer. Écoute, tu as tout dit. Moi, je suis ravi, non pas de l'objectif atteint, mais de la manière dont le chemin a été parcouru. Je crois que c'est extraordinaire. Une unité, une fraternité, un cadre assez large, en fait. Un cadre humain assez large, il y avait du monde impliqué dans ce projet. Et puis, je voulais tous vous remercier et vous dire toute mon admiration. Alors, Gaëtan, tout à l'heure, tu
tu parlais de la condition d'artiste, tu avais été interrogé sur cette condition, tu as apporté une réponse. On le sait, c'est une condition d'artiste qui finalement s'inscrit dans la durée, elle. Et moi, je voulais vous dire, te dire, toute l'admiration que j'ai, moi, de démarche et d'engagement personnel au service de tous, puisque finalement, c'est un cadeau que tu nous fais, c'est un cadeau que tu nous as fait en Indonésie, c'est un cadeau que les artistes indonésiens nous ont fait, et puis que vous soyez tous là, d'une certaine façon, pour le célébrer, même si ce n'était pas l'objet. Moi, ça me fait infiniment plaisir. Merci Odile, merci Gabriel d'avoir été en quelque sorte autour de ça, de l'avoir vu, de l'avoir perçu, et puis de nous avoir éclairé, d'avoir éclairé notre expérimentation avec la profondeur de votre expérience. Merci, merci, et merci encore à tous. Et si je peux dire un tout petit mot sur ce que tu viens de dire, en fait, le seul cadeau qu'on peut faire aux artistes, c'est de les admirer. Et c'est probablement ce pourquoi ils acceptent d'être dans des conditions parfois difficiles telles que sont les leurs, surtout actuellement. Parce que la période est très, très compliquée pour les plasticiens et ce n'est pas simple. Merci beaucoup à tout le monde et on a passé un très bon moment, je crois, ensemble. Oui, merci beaucoup. La discussion marque la fin de Novembre numérique en Indonésie en 2020. Et vous pouvez toujours visiter le site de l'exposition Novembre numérique de .id jusqu'à l'année prochaine. Donc, au prochain Novembre numérique. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.